Bienvenue pour une nouvelle édition du 7-8, l'actu, le journal de la rédaction de TV Fil 78. Nous sommes le 16 mai, voici les principaux titres. Et si la ville de demain s'inspirait de la nature, c'est le pari de Vélizy-Villacoublay qui pour la deuxième année propose expositions et conférences sur ce thème, une ville qui recycle, une ville qui fonctionne aux énergies renouvelables. Les explications à suivre en plateau du chargé de mission développement durable de la commune. Ils n'ont que quelques semaines pour convaincre les candidats aux européennes, multiplient les réunions et les événements sur le terrain. Retour sur les derniers meetings organisés dans les Yvelines au cours de ce journal. Et puis comme chaque vendredi, nous revenons sur l'actualité de la semaine, actualité marquée par ce bras de fer presque sans fin autour des rythmes scolaires. Le directeur académique des services de l'éducation nationale met en garde les mairies aujourd'hui réticentes. Pour débuter, une bonne nouvelle, si vous appréciez le 9e art, les plus grandes maisons d'édition associées pour lancer les 48 heures de la BD à travers toute la France, mais aussi la Belgique. 100 000 albums distribués gratuitement aujourd'hui, vendredi et samedi. La librairie Le Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux y participe notamment. Torgal, Batman ou encore Alix vous seront offerts sur simple demande et c'est sans obligation d'achat, c'est toujours important de le préciser. On va à présent s'intéresser donc à la ville de demain avec notre invité Guillaume Porcheron. Bienvenue sur ce plateau. Chargé de mission développement durable à Vélizy-Villacoublay. Pour la deuxième fois, vous proposez conférences et expositions sur le biomimétisme. Alors avant de vous laisser nous expliquer en quoi cela consiste, on va écouter quelques Yvelinois. L'occasion était rêvée d'aller leur demander ce qu'était la biomimétique selon eux. Mimer, c'est ressembler à quelqu'un, ça. Je sais pas, autrement, je vois pas où ils veulent en venir avec ça, là. Ça ressemble à une autre ville. Il y a le terme bio, donc écologique quelque part. Et mimétique, c'est dans le comportement. Une ville bio peut-être Où on fait très attention à tout, aux ordures, à l'eau, à tout. Une ville qui soit à la fois verte et mimétique, je ne sais pas ce que c'est le mimétisme. Donc c'est une ville qui donnerait l'exemple sur son comportement écologiste. On n'est pas loin de tout ça, un petit peu, il y a quelques éléments. Une ville biomimétique, c'est quoi ? Alors, en effet, il y a quelques éléments justes. Une ville biomimétique, c'est une ville qui s'inspire du vivant, de la nature. Étymologiquement, le mot bios veut dire en grec vie, mimésis, imiter. Donc c'est imiter la vie. Voilà. Et dans ce mot-là, il y a une dimension durable, en fait. Ça veut dire comment imiter la vie pour faire des produits, des services innovants, mais d'une manière durable. Voilà, ça a été théorisé en 1997 par une scientifique américaine qui s'appelle Janine Benyus. Et voilà, c'est comment imiter la vie, mais en ayant un modèle de développement plus durable. Quelles applications concrètes ? Alors il y en a des milliers, des milliards, enfin bref. Un exemple simple pour qu'on comprenne. Alors un des exemples les plus connus, c'est quand on s'inspire de la forme, par exemple, du martin pêcheur. Le TGV japonais, le Shinkansen, reprend stricto sensu la forme du bec et du crâne du martin pêcheur pour son taux de pénétration optimal dans l'air et dans l'eau. Grâce à cela, ce TGV peut rentrer dans les tunnels sans qu'il y ait trop en rentrant plus facilement dans ces tunnels, sans qu'il y ait trop de frottement, ils consomment moins d'énergie, ils vont plus vite qu'un TGV à moteur équivalent. Voilà. Donc on s'inspire déjà depuis plusieurs années de ce que fait la nature, de la façon dont évolue la nature, mais seulement depuis quelques années, là c'est la seconde édition, c'est la deuxième édition de votre opération, on s'intéresse aux applications pour la ville, pour le quotidien, pour tous les jours. C'est assez récent cette idée. C'est très novateur, j'ai envie de dire. La ville biomimétique, en fait, n'existe pas. Alors, on peut presque dire qu'on a inventé le terme. Donc, c'est vraiment repenser la ville, en fait, en s'inspirant du vivant. C'est-à-dire qu'on a, sous nos yeux, on a 3,8 milliards d'années de recherche et développement. Ça, voilà, c'est la nature qui a toujours créé des éléments, des systèmes pour être en équilibre constant. Voilà. Comment on peut s'inspirer de ça et comment on peut appréhender la ville d'une manière globale en s'inspirant du vivant. C'est faire avec le vivant, avec la nature et non pas contre, comme on le faisait continuellement. Alors en termes d'applications concrètes, c'est des nouvelles typologies de bâtiments, c'est un urbanisme repensé. C'est déjà quelque chose qui se fait à Vélizy ou pas ? À Vélizy, pas encore, parce c'est la deuxième édition. Cet événement nous sert, à démocratiser un peu le sujet.
2, c'est un laboratoire d'idées pour nous. Et donc, en effet, au sein de la mairie, on essaye de créer un cahier des charges de ce que peut être une ville biomimétique appliquée à Vélizy. Et en termes d'application concrète, on va en voir les premiers résultats dans les années qui viennent, notamment pour un quartier, le quartier Louvois, qui est un quartier en plein renouvellement urbain, où on détruit une dalle de 3 hectares. On retrouve donc le sol naturel et il va y avoir plusieurs milliers de mètres carrés d'espace public à recréer. On a demandé à des étudiants de l'école Tecoma, proche de chez nous, l'école de l'environnement et du cadre de vie, de réfléchir à ces aménagements-là. Le cahier des charges était assez simple, c'était de leur dire comment reconnecter ce quartier à la forêt, comment faire pénétrer la forêt dans le quartier, comment favoriser une biodiversité des plus riches, sachant que ces endroits seront partagés par l'homme et la nature. Ils nous ont fait des propositions très intéressantes qu'on présente en partie dans cette exposition, et ensuite ce sera soumis au public, lors d'un débat public avec les habitants. On définira ensemble le quartier dans lequel il veut vivre, inspiré des grandes lois du vivant. Mais faire du biomimétisme, est-ce que ça coûte plus cher aussi? C'est un engagement à prendre? Mais c'est absolument hors de prix. Oui. Je plaisante. Non, ça aurait pu. Alors, il peut y avoir des surcoûts, mais je dirais comme tout, mais en fait, il faut réfléchir coût global. C'est-à-dire que peut-être, par exemple, si on fait une façade, une biofaçade avec des microalgues, elle coûtera plus cher, évidemment, qu'une façade classique. Cependant, tous les bénéfices qu'on en retire fait que, ça s'amortira assez vite. Et puis, après, il y a tous les bénéfices, je dirais, immatériels que l'on peut en avoir. Donc, il faut raisonner coût global, quoi. Voilà. Là, ce sont des conférences, une exposition qui ouvre d'ailleurs dès aujourd'hui, vendredi, pour le grand public. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce mot, c'est démocratiser. On ne fait pas de l'élitisme avec cette opération sur Vélizy. C'est-à-dire que les gens viennent vous voir d'autres communes aussi pour éventuellement s'inspirer de ces idées-là. Alors, tout à fait. L'année dernière, pour le premier événement, on a eu la chance, il y a eu des Belges sont venus, des gens de différentes régions de France. Donc c'est déjà, rien que pour la première édition, ça a drainé des gens qui venaient d'ailleurs que Vélizy. Je pense que ce sera aussi le cas pour cette deuxième édition. Et puis surtout, on a la chance de faire venir des conférenciers, je dirais, de haut vol, avec des architectes très prometteurs, des chercheurs aussi. Donc ce sera extrêmement intéressant et ça devrait attirer du monde. Exemple de conférence le 21 mai, 18h30 au Théâtre de Londres. Peut-on améliorer la ville grâce aux toiles d'araignée, par exemple? Voilà, exactement. Comment on ferait pour améliorer la ville avec une toile d'araignée? Alors là, on est encore un peu dans la recherche fondamentale, mais c'est en gros comment la ville peut s'inspirer des toiles d'araignée orbitales, c'est-à-dire cette forme un peu ronde, un peu en forme de cercle, pour améliorer ces réseaux de transport, ces réseaux aussi pour conduire tous les flux énergétiques, etc. Voilà, parce qu'on sait, chercheurs notamment qui travaillent dessus, Didier Josselin, s'est rendu compte que les villes médiévales, notamment la ville d'Avignon, reprenaient, sans le savoir en fait, ces formes orbitales. Voilà. Et comment repenser la ville pour qu'elle soit beaucoup plus efficace dans ses modes de déplacement. Voilà. Ville biomimétique, ville de demain, c'est à Vélizy. Les renseignements pratiques qui s'affichent et vous aurez aussi sur les différents renseignements sur les différentes conférences sur le site internet de votre commune. C'est la deuxième année, c'est installé durablement à Vélizy-Villacoublay cette opération. L'exposition ou L'exposition renouvelée chaque année. Ah oui, notre objectif c'est de la renouveler chaque année et puis écoutez, à chaque fois de grandir un peu plus, d'aborder de nouveaux sujets, etc. Mais en tout cas, on aborde la ville, je dirais, d'une manière la plus exhaustive possible. On parle d'urbanisme, on parle d'architecture, on parle de nature en ville, on parle de transport, etc., etc. Merci Guillaume Porcheron, chargé de mission développement durable à Vélizy, Villacoublay, d'être venu nous parler donc de cette opération autour de la ville biomimétique. Merci à vous. Le 7-8 L'Actu se poursuit. L'Europe au cœur de nos préoccupations et pour cause, nous devrons voter dans une semaine pour nos représentants au Parlement, représentants qui éliront ensuite pour la première fois un président. Les conséquences des décisions européennes sur la vie de ces ressortissants sont importantes. Exemple avec la mise en place d'une carte de santé valable dans l'ensemble des pays membres afin de simplifier le parcours de soins. Cette possibilité n'est pas toujours très connue et pourtant elle est proposée depuis une dizaine d'années. Yolène Thorez et Elodie Moine. Bonjour madame. Bonjour madame. J'aurais besoin d'une carte européenne pour partir en Crète, s'il vous plaît. Oui, vous avez votre carte vitale, s'il vous plaît?
L'été approche, les vacances aussi, et si vous avez décidé de partir en Europe, n'oubliez pas d'emporter votre carte européenne d'assurance maladie. Une carte gratuite qui permet la prise en charge financière de vos soins en Europe. Autrement dit, si vous tombez malade lors de votre séjour, vous n'aurez aucune avance de frais à faire, vous serez directement remboursé sur place par l'assurance maladie du pays concerné. Attention toutefois, tous les types de soins ne sont pas pris en compte. La carte européenne d'assurance maladie permet la prise en charge des soins qui sont médicalement nécessaires et qui sont non programmés. Donc ça concerne tous les soins qui sont inopinés, c'est-à-dire qu'une rage de dents, elle n'est pas prévue, elle peut être prise en charge. En revanche, les soins qui sont programmés en amont du départ dans le pays européen ne seront pas pris en charge. Pour se la procurer, il suffit de faire une demande en composant le 3646. Vous pouvez également la commander via ces bornes dans les accueils ou auprès d'un conseiller. De chez soi, c'est également possible en se connectant sur le site internet www.amelie.fr via un compte. Donc le compte Amélie, en fait, c'est un compte personnel qui est gratuit et qui est sécurisé, qui permet aux assurés de consulter leur remboursement en temps réel et qui offre une palette de services en ligne comme l'impression d'une attestation de droit et également la commande de la carte européenne. En cas de départ imminent, un certificat provisoire de la carte européenne sera nécessaire. Ce certificat est valable pour 3 mois. La carte européenne d'assurance maladie, valable 1 an, est individuelle et nominative. Chaque membre de la famille doit l'avoir, y compris les enfants de moins de 16 ans. Prévoyez une dizaine de jours avant de la recevoir chez vous. Voilà, madame. Merci. Au revoir. Au revoir. Et cette carte est donc valable dans 27 États membres, en Islande, au Liechtenstein ou encore en Norvège, mais également en Suisse. L'Europe, côté politique maintenant, avec la campagne et le scrutin proportionnel qui motive les formations, même les plus petites, à s'engager pour faire connaître leurs idées et pourquoi pas à gagner un siège pour le Parlement. En Ile-de-France, 15 postes d'eurodéputés sont à pourvoir parmi les 74 au niveau national. Exemple de ces petites formations avec Nous Citoyens, qui regroupe des gens de la société civile, frustrés, disent-ils, de l'incapacité des partis de gouvernement à faire avancer les choses. Ils présentent des listes dans l'ensemble des circonscriptions françaises et viennent de tenir une réunion publique dans les Yvelines, à Elancourt. Parmi leurs priorités, leurs 9 priorités, emploi, éducation, lutte contre l'exclusion et particularité, ce sont les électeurs qui construisent le programme, notamment via le site internet. Je crois qu'il faut être effectivement ambitieux et nous avons confiance parce qu'on le voit bien quand nous tractons, par exemple, nous donnons des tracts sur la voie publique. Et bien beaucoup de gens se disent « Ah mais oui, Denis Père, on l'a entendu, on l'a vu, à la télévision en particulier. » Et donc nous avons tout à fait confiance. N'oublions pas quand même que sur les 74 élus qui sont réservés donc à la France, sur les 751 dans tout le Parlement européen, il y en a 15 pour la région Île-de-France. Ça veut dire qu'il faut être ambitieux, mais il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Propos recueillis par Olivier Maniscalco à Elancourt. Encore sonné par le résultat des dernières municipales. Le Parti socialiste repart en campagne. La tête de liste Île-de-France, Pervenche Pérez et son colistier Guillaume Balas viennent de se rendre au Mureau. Convaincre, mot d'ordre des socialistes pour ce scrutin européen. Convaincre sur le programme bien sûr, mais aussi sur le fait que l'élection ne doit pas servir à sanctionner le gouvernement français. Ce scrutin, c'est pas le 3e tour des municipales. C'est pas un sondage grandeur nature où on se fait plaisir sans regarder quel est le pouvoir qu'on met en place. Et ça n'est pas non plus une mini présidentielle. Dans un département comme celui-ci, celui des Yvelines, si on coupe les frontières, si on sort la France de l'euro, si on veut isoler la France, eh bien nous perdrons des emplois. Parce que dans un département comme celui-ci, beaucoup des emplois dépendent d'entreprises qui sont venues investir dans notre pays. Présente au Mureau mercredi dernier, la tête de liste socialiste en Île-de-France était accompagnée de ses colistiers, Guillaume Balas, déjà conseiller régional, et Michel Christofoul, seule Yvelinoise recensée. Tous deux préfèrent garder la tête froide face aux sondages qui donnent leur formation 3e derrière le FN et l'UMP. Les sondages municipaux donnaient un bon score pour le Parti socialiste et on a vu le résultat. Donc j'allais dire, pour plaisanter, que puisqu'ils sont mauvais, peut-être qu'on fera un bon score. Non, ça m'indiffère totalement. Ce qui est important, c'est de militer. Les sondages sont une photographie, ça n'est pas une prévision et donc c'est bougeable. 70% des personnes en France sondées soit ne connaissent pas l'orientation politique du Parlement européen, soit pensent qu'il est à gauche. Donc c'est quand même extraordinaire finalement d'avoir à assumer, nous socialistes français, un Parlement européen qui est majoritairement à droite, et largement, une Commission européenne qui est majoritairement à droite, incarnée par son président.
Sur le fond, le PS évoque dans son programme un salaire minimum européen, une harmonisation du droit des travailleurs, une taxation de la finance ou encore des investissements dans de grands projets industriels. Illustration de cette déception des électeurs socialistes, la présence à ce scrutin européen et à travers toute la France de la formation Nouvelle Donne, une formation politique lancée en novembre dernier par le conseiller régional Pierre Larouturou, en désaccord avec le Parti socialiste, qu'il a d'ailleurs quitté. Il est lui-même tête de liste en Ile-de-France. Nouvelle donne pour faire écho au New Deal de Roosevelt. Pour Pierre Larouturou, fondateur de ce nouveau parti, il faut aujourd'hui réviser la fiscalité, réduire le temps de travail afin de créer de nouveaux emplois. Tête de liste européenne en Ile-de-France, c'est le message qu'il est venu faire passer lors de son meeting à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Nous, à Nouvelle Donne, on ne se résigne pas, on montre qu'il y a des solutions, il n'y a pas de baguette magique, mais si on avait en même temps une autre politique européenne, une autre politique du logement, une autre façon de financer les PME, une autre façon de lutter contre le dérèglement climatique, une autre répartition du temps de travail tout au long de la vie, si on donnait plus de travail aux PME, si on réservait une partie des commandes publiques pour les PME, il y a 15 propositions concrètes pour montrer qu'on peut sortir du chômage. La formation entend prendre le dessus sur le PS aux élections, un objectif ambitieux. Aujourd'hui, 2% des électeurs auraient l'intention de voter pour elle. Je pense que le PS est mort depuis 2002, ils n'ont plus aucune idée neuve. Il n'y a eu aucun moment de réflexion. Ils sont arrivés là, je suis allé 15 fois à l'Elysée, 15 fois à Matignon depuis 2 ans, au titre du collectif Roosevelt. Même Jean-Marc Ayrault me disait il y a un an qu'il ne pouvait plus de l'inertie de François Hollande sur l'Europe. Même Jean-Marc Ayrault disait qu'il ne croyait plus du tout au discours sur la croissance. Je pense que le PS, il y a des gens très bien parmi les élus locaux, mais je crois qu'intellectuellement, il n'apporte plus rien au pays et même il aggrave la crise. Et les personnalités de plus en plus nombreuses à soutenir Nouvelle Donne, notamment l'acteur-réalisateur yvelinois Sam Karman. On a un président autiste qui fait une politique de droite qui ne se bat pas et qui nous fait croire que toujours les mêmes rengaines, il faut la croissance et pour faire la croissance, il faut faire confiance au patronat, il faut leur faire des machins et c'est eux qui vont créer de l'emploi. Alors on sait que non. Le slogan « Travailler plus pour gagner plus », c'est de la connerie. Voilà, c'est tout. C'est organisons-nous pour partager le travail, car la croissance ne reviendra pas. C'est à partir de ce constat lucide qu'il faut réfléchir. Du programme de Nouvelle Donne, on retiendra son ambition de changer rapidement les choses. 1 à 2 ans peuvent suffire pour construire une autre Europe, selon les fondateurs du mouvement. 31 listes se présentent en Ile-de-France pour ces européennes, un record battu alors que l'abstention devrait être très forte. L'UMP entend bien surfer sur la vague de contestation à l'encontre du gouvernement sortant. Reste qu'actuellement, montée du Front National et divisions internes compliquent un peu la campagne. Nous étions au meeting mené par la tête de liste Alain Lamassoure à Marly-le-Roi, le reportage. Dans l'ouverture même que représente notre famille politique, qu'est l'UMP, et au-delà de la famille politique de l'UMP, soutenait Alain Lamassoure en Ile-de-France. L'union de l'UMP derrière le candidat Lamassoure en Ile-de-France. Le message adressé lors du meeting de Marly-le-Roi par le sénateur Gérard Larcher est clair. Un message repris un peu plus tard dans la soirée par Valérie Pécresse, chef de file de la formation dans le département, et qui entend mettre fin à la polémique lancée par le député Henri Guénaud, l'ancienne plume de Nicolas Sarkozy. Je ne soutiendrai pas la campagne de M. Lamassoure. Je ne voterai pas pour l'incarnation d'une ligne qui est à l'opposé non seulement de ce que je pense, mais de ce que je crois être l'intérêt de mon pays. Écoutez, c'est son problème. Moi, ce que je constate, c'est que l'UMP est totalement unie sur le projet européen que nous avons mis au point entre tous les dirigeants de l'UMP depuis 4 mois maintenant, alors que le sujet européen a fait exploser le Parti socialiste. Eurodéputé sortant de la circonscription du Sud-Ouest, Alain Lamassoure entend surtout concentrer ses efforts sur son principal rival, le Front National, deux partis au coude à coude dans les sondages. Madame Le Pen a au moins le mérite de ne pas cacher son jeu. Son slogan, c'est « détruire l'Europe ». Votez pour moi, je vais détruire l'Europe. Or, je sais que beaucoup de Français qui ont ras-le-bol, qui veulent exprimer un mécontentement, à la limite, qui veulent dire « merde », ne veulent pas détruire l'Europe. Ce que nous voulons, nous, UMP, et notre famille politique, le PPE avec la CDU allemande, c'est changer ce qui va mal en Europe et utiliser l'Europe, nous servir de l'Europe. L'Europe ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Axe principal du programme de l'UMP, faire une Europe à géométrie variable, par exemple sur les questions d'immigration en négociant avec les États du Nord de la Méditerranée, ou encore dans le domaine du nucléaire en se rapprochant du Royaume-Uni et de la Finlande. Et pour relayer ses idées dans les Yvelines, Jean-Michel Fourgousse, maire d'Elancourt, 7e sur la liste UMP. En 2009, l'UMP était arrivé en tête en Ile-de-France, raflant 5 sièges au Parlement.
Le meeting du Front National à présent dans les Yvelines toujours ce mardi soir au Chesnay devant une salle comble de plus de 350 personnes. Le chef de file pour l'Île-de-France, Aymeric Choprade, est venu dire non à l'Union européenne telle qu'elle existe actuellement. En la présence de la nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, également députée, venue appeler les électeurs à se mobiliser. Catherine Zulato et Patrick Jacques de Dixmude. C'est une tête de liste nouvellement engagée en politique qui se présente pour animer la liste Front National en Île-de-France pour les prochaines élections européennes. Aymeric Choprade, géopoliticien, se dit nourri de ses réflexions et de ses expériences. Le système de l'Union européenne aujourd'hui ne fonctionne pas. On a aujourd'hui un bilan très clair sur le plan économique, sur le plan géopolitique, je le disais, et qui fait que nous n'avons pas construit d'Europe puissance et qu'il y a une désindustrialisation, qu'il y a une perte de compétitivité de la France, de rang économique, qu'il y a des problèmes d'identité. Il faut reconstruire l'Europe sur des bases de respect des souverainetés entre les États, de spécificité de chaque nation. Cette nouvelle Europe à construire, le Front National ne peut le faire qu'avec l'apport des voix de ses électeurs. Un électorat qui reste volatile, c'est la nièce de Marine Le Pen qui bat le rappel. Nous avons un électorat qui est dit, c'est le terme des experts, sociologiquement abstentionniste. On parle en particulier des jeunes et des classes populaires. Donc c'est vrai qu'il y a un enjeu particulier. Ceux qui pensent condamner la construction européenne par l'abstention se trompent. En réalité, l'abstention, c'est le blanc-seing au grand mouvement en place UMP-PS. Pour ces élections, le secrétaire départemental du Front National, Philippe Chevrier, candidat également en Île-de-France, a fixé ses objectifs, obtenir à 20% des suffrages. Sur les 74 députés français élus au Parlement européen, 3 portent la couleur du Front National sous l'étiquette des non-inscrits, car tout l'enjeu aussi pour le parti frontiste, c'est de pouvoir constituer un groupe au niveau européen, ce qui n'est pas le cas actuellement. Européenne toujours et les jeunes communistes qui s'engagent dans la campagne. Ils étaient à 50 ans en Yvelines cette semaine. Pas de meeting, une distribution de tracts dans les rues de l'agglomération comme ici non loin de l'avenue du Centre à Montigny-le-Bretonneux. 2 messages forts. L'Europe doit être une institution de solidarité internationale, notamment en prônant la reconnaissance de l'État palestinien. Le mouvement veut aussi soutenir une politique forte en faveur des jeunes. 14 millions de jeunes européens seraient sans formation ni qualification. Il y a une mesure phare que l'Union européenne veut porter pour la question de l'emploi des jeunes, puisque le taux de chômage des jeunes dans des pays dépasse les 50%, en Grèce, en Espagne, en Bulgarie, voilà. Donc il nous annonce une nouvelle mesure, une garantie jeune, une espèce de RSA jeune, un revenu minimum jeunesse, 433 €. Donc on appréciera le geste en termes de qualité de vie. Et puis derrière, surtout, la contradiction, c'est que c'est un plan de 8 milliards d'euros. Or, même les instances européennes, le Sénat français qui a fait un rapport l'an dernier, montre qu'il faudrait 21 milliards pour du coup avoir une réelle ambition de politique d'emploi des jeunes. Au niveau européen, les communistes se sont ralliés au groupe de la gauche unitaire, groupe qui dispose de 5 députés français, dont un en Île-de-France, Patrick Le Yarrick, candidat lui aussi à sa succession. Alors que Benoît Hamon l'a affirmé tout au long de la semaine, nous sommes allés rencontrer l'inspecteur d'académie pour savoir si la réforme des rythmes scolaires se mettrait bien en place dès ce mois de septembre. Il répond dans ce sujet de Catherine Zulato et de Patrick Jacques de Dixmude à l'opposition d'un nombre grandissant de communes. Dans les Yvelines, 240 communes sont concernées par le changement de rythme scolaire. 8 l'appliquent déjà depuis 2013. À ce jour, 198 projets ont été déposés sur le bureau de l'inspecteur académique. Et pour les 34 autres communes qui n'ont pas encore rendu leur copie, le temps presse. La date butoir a été fixée au 6 juin pour toutes les villes et même pour celles qui freinent à appliquer la réforme. Car dans le département du ministre de l'Éducation, Benoît Hamon, pas question de transiger. Ces communes savent bien, puisque ça se décide au niveau national, qu'il n'est pas question de moratoire. Le ministre a rappelé encore récemment qu'on aurait à la rentrée des textes qui s'appliquent et que par conséquent les horaires des écoles devraient répondre aux principes de base, semaine de 24 heures, 5 demi-journées travaillées. La ville de Plaisir a déjà annoncé qu'elle n'appliquerait pas la réforme des rythmes scolaires, trop coûteuse à mettre en place. D'autres communes comme Maurepas, Elancourt ou Beaudarcy réclament un moratoire sur la question. Et si cela coince toujours, c'est l'inspecteur d'académie qui fixera les nouveaux horaires à mettre en place. Ce que je compte faire, c'est prendre le dénominateur le plus commun au département. Et je peux le dire dès à présent, il est simple, d'ailleurs je l'ai répété à chaque fois que nécessaire. Ce qu'on retrouve le plus, c'est un fonctionnement à 5 demi-journées, mercredi matin compris. Et pour les horaires des 4 après-midi restantes, en réalité, une organisation suivante, un quart d'heure de moins dans la pause méridienne,
et une demi-heure de moins en fin d'après-midi. Autrement dit, ça vous donne des horaires qui vous font terminer à 16h au lieu de 16h30. Tout d'abord, j'espère ne pas avoir à le faire. J'espère que, in fine, une idée d'organisation horaire sera retenue par les communes qui demeurent. Un dernier conseil départemental d'éducation nationale se tiendra vers le 20 juin. Des courriers vont être à nouveau envoyés aux communes pour leur préciser les assouplissements proposés par le nouveau décret. Des communes qui peuvent demander à expérimenter pendant 1, 2 ou 3 ans la réforme. Cela suffira-t-il à convaincre les élus les plus réfractaires? Une course contre le temps s'engage. Prochain journal en direct lundi 18h avec notamment les premières images des Bleus en pleine préparation du mondial brésilien. Ils s'installent dans les Yvelines à Clairefontaine. Nous partirons aussi un petit peu plus loin à Cannes en partenariat avec Radio Sensation à la rencontre d'Yvelinois, comédiens, réalisateurs ou encore financeurs. Excellent week-end sur TV Fil. Pour vos loisirs, vos idées sorties, vous avez rendez-vous avec Catherine Zulato.